Florent Ibenge dévoile son programme d'action pour les léopards caractérisé par des matchs amicaux, des préliminaires en perspective de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2015. L'Agence américaine pour le développement international veut accompagner la faculté des sciences pharmaceutiques de l'Université de Kinshasa à rehausser le niveau de ses enseignements afin d'en faire un haut lieu de la recherche. Course vers l'autosuffisance alimentaire en République démocratique du Congo, le chef de l'État vient d'inaugurer le parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo dans le Bandundu, un grand sur la voie d'industrialisation du pays. La localité de Bukanga-Lonzo, dans la province du Bandundu, est désormais érigée en un site agro-industriel inauguré cet avant-midi par le président de la République. Le domaine agro-industriel de l'Ansele ne sera plus le seul à approvisionner le pays avec des produits agricoles transformés, car la RDC s'achemine lentement mais sûrement vers l'industrialisation de son agriculture. Sur cet espace de 80 000 hectares seront cultivés prioritairement les produits de consommation courante. Cette étendue est ouverte aux investisseurs privés, aux partenaires bilatéraux et multilatéraux dans l'objectif de stimuler la croissance de la production des produits alimentaires à des prix abordables. Après Bukanga-Lonzo, 15 autres parcs seront ouverts à travers le pays. Le coût des travaux de ce parc pilote s'élève à 83 millions de dollars américains sur fonds propres du gouvernement. Suivez tour à tour les gouverneurs de la province du Bandundu, Jean Kamisendou, et le ministre de l'Agriculture, Jean Chrysostome Vahamouti. Désormais, ce mardi 15 juillet 2014 et Bukanga-Lonzo signifieront aussi dans notre pays la relance de l'industrie agroalimentaire. Bukanga-Lonzo s'insère dans le même réseau associatif qu'un autre concept mobilisateur qui constitue le fondement de l'action gouvernementale, la révolution de la modernité. Produit de votre intuition profonde et de votre volonté de faire de la République démocratique du Congo un pays émergent et un grenier au cœur de l'Afrique. Le secteur agricole et rural, pour sa part, ne pas reste dans cette dynamique de transformation de notre pays. Après 25 ans de léthargie, le pays s'est doté en 2011 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture et en 2013 des plans national d'investissement agricole, le PNIA, cadre d'action du secteur agricole et du développement rural de notre pays à l'horizon 2020. Parmi les innovations de la loi agricole de 2011, je pourrais signaler à titre indicatif la classification des exploitations agricoles à 3 catégories: des exploitations familiales, de type familial et industriel, ou tout simplement des petites, de moyennes et de grandes entreprises agricoles. L'institution d'un Fonds national de développement agricole, qui donne des matériels et intra-agricoles de droits d'importation pour stimuler. Les efforts du gouvernement en vue de la promotion de l'économie nationale passent naturellement par des séances hebdomadaires de la Troïka stratégique qui se réunit chaque lundi, comme c'était le cas hier avec la participation du ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction et celui du Plan. Suivez le compte-rendu du ministre Jean-Paul Nemoyato. En résumé, nous pouvons retenir qu'au niveau international, la Troïka a apprécié donc le rapport de l'OCDE et de la FAO sur les perspectives agricoles pour les 10 prochaines années, qui indique que les prix des produits agricoles vont connaître une tendance à la baisse. Et la recommandation qui a été formulée dans ces rapports
était d'inviter le pays, notamment en développement, pour procéder à des investissements massifs dans le secteur agricole. Vous êtes au courant que le gouvernement est en train d'implanter les parcs agro-industriels à travers le pays. Et le parc pilote, c'est celui de Bukangalonjo. Il est prévu que demain, le gouvernement va lancer ce projet qui est important. Enfin, grâce à la collaboration entre les deux pays, l'Angola et la RDC, le pont Loufou a été réhabilité, mais le ministre nous a informé des études qui sont pilotées par ce service et puis de BSECO pour donc réhabiliter l'axe routier des 17 km entre Loufou et Songololo. Je pense que c'est dans 45 jours que les rapports d'études pourraient être disponibles pour qu'il passe à la vitesse supérieure donc des travaux de réhabilitation de son tronçon de route. Merci. Quant au gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, l'une de ses priorités de l'heure consiste aux préparatifs de la 34e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones qui se tiendra dans la capitale congolaise. À ce sujet, la population est invitée à l'assainissement de la ville, suivant la porte-parole du gouvernement provincial, Thérèse Olenga Kalunda. L'organisation des élections crédibles est une affaire de tous. Son appropriation passe par l'engagement citoyen. La Commission électorale nationale indépendante qui, depuis ce fait, un organe de proximité, se rapproche des électeurs avec des discussions de sensibilisation sur l'évolution du processus électoral. Aussi, à l'issue des échanges avec la nouvelle société civile, cette structure d'appui à la démocratie reste plus que déterminée à relever les défis, surtout ceux touchant à l'organisation des municipales, urbaines et locales qui se pointent à l'horizon. Il faut donc voir la planification en amont, bien avant. Nous avons pensé qu'il fallait commencer par les élections urbaines, municipales et locales. Et nous avons pensé que ces élections vont nous aider à régler un certain nombre de problèmes pour éluder ce qu'on appelle les arriérés électoraux. Nous avons donc réfléchi. Et on s'est dit que puisque la population évoque un certain nombre d'inquiétudes liées au bilan des élus de 2006 et de 2011, c'était avec intérêt et à cœur ouvert que la nouvelle société civile congolaise s'est exprimée. Il y a beaucoup de suspens qui ont été levés avec l'intervention du représentant de la paix Malouman qui a exposé pour essayer d'expliquer un peu à la population certains points d'ombre qui suscitaient ou qui créaient des problèmes dans la société. Et nous sommes restés un peu sur notre soif dans la mesure où nous sentons qu'il y a des petites questions quant à l'indépendance. Nous savons qu'il y a des domaines qui doivent être traités avec collaboration, mais nous estimons qu'en ce qui concerne le calendrier électoral, la CENI doit prendre son courage de publier un calendrier global. Que mon peuple s'aimait à cause, par manque de connaissances, c'est une vérité. Il y avait beaucoup de choses qu'on ignorait, il faut les connaître. Avec des rencontres comme ça, je crois que ça peut aider la population à éviter des conflits, à éviter des problèmes. Les élections démocratiques restent la voie par excellence de l'alternance démocratique au pouvoir politique. C'était plutôt la CENI qui ne cesse de peaufiner des stratégies pour la crédibilisation et la démocratisation des élections, l'évolution du chronogramme du processus électoral, menu phare sur quoi toute l'attention est portée à travers les discussions citoyennes avec la nouvelle société civile congolaise. Reparlons de l'enseignement universitaire cette fois-ci avec le lancement officiel du projet d'évaluation et d'accréditation du curriculum de la faculté des sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa dans le but d'améliorer la qualité des soins de santé de la RDC. Le gouvernement est accompagné dans cette démarche par l'USAID. Patricia Panzo.
Aligner le curriculum de la faculté des sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa au standard international et ainsi contribuer à l'assainissement du secteur pharmaceutique en RDC. Tel est l'objectif que devra atteindre le projet d'évaluation et d'accréditation du curriculum de la faculté des sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa. Des travaux financés par Management Science for Health, MSH, cette structure de l'USAID. Pour le ministre de l'EPSP, le secteur pharmaceutique de la RDC devait être assaini. Le secteur pharmaceutique de la République démocratique du Congo doit être assaini en vue d'offrir à nos populations des médicaments de bonne qualité. À cet effet, une série d'activités doivent être menées dans ce secteur, parmi lesquelles figure l'amélioration de la formation du pharmacien congolais. Car le problème d'assainissement du secteur pharmaceutique est attaqué au niveau des racines mêmes, c'est-à-dire de la formation du pharmacien, les garants de la qualité du médicament, les médicaments étant une composante importante de la qualité des soins offerts à la population congolaise. Le lancement de ce projet est donc un pas à franchir afin de réorienter les enseignements du secteur de la pharmacie et de produire un curriculum révisé et adapté qui va renforcer le système de santé de la RDC. Le personnel sanitaire constitue le premier pilier de notre système de santé et à cet effet, les capacités intellectuelles et morales des cadres conditionnent le succès de tout programme de santé et somme toute du développement de notre pays. Cette évaluation permettra, j'en suis fort convaincu, de mesurer la formation actuellement dispensée à l'université de Kinshasa en confrontant avec le besoin réel exprimé ces jours par le système sanitaire congolais dans le secteur pharmaceutique. Selon les directeurs adjoints de l'USAID, ils seront toujours aux côtés du gouvernement congolais en vue de contribuer à l'amélioration de la santé de sa population, car selon lui, l'absence d'un système pharmaceutique efficace peut conduire à des conséquences néfastes pour toute la société. Le pays est en ébullition depuis hier dans la soirée suite au début de la publication des résultats de l'examen d'État édition 2014. Particularité de cette année, simultanéité et de la publication des résultats de toutes les sections pour la ville-province de Kinshasa. Félicitations aux lauréats et courage à ceux qui vont reprendre. Kinshasa a gagné par la liesse depuis ce lundi. Un début de semaine particulier pour les finalistes de l'ex-État. La publication des résultats vient mettre un terme à l'attente courte mais chargée. On sait que les pourcentages de réussite est de 58% pour la ville de Kinshasa avec un record de 90% comme pourcentage le plus élevé. La joie des lauréats ne saurait être à son comble sans les retrouvailles, le cas de ces écoles envahies par les lauréats. Ouais, je suis très ravie. Je ne sais même pas comment l'exprimer parce que je ne savais même pas. J'étais à la maison, on m'appelait, on appelait papa, on a dit non, on a vu les résultats, ça vient de sortir, on ne savait pas. On a essayé comme ça, on nous a dit non, si c'est mal atteint philo. J'étais vraiment, je ne savais même pas quoi faire. Je suis très ravie, c'est pourquoi je remercie mon Dieu pour ce qu'il a fait, c'est pourquoi ça me fait du bien. On ne s'attendait pas à ça. Donc hier, on était là, on attendait les résultats. Normalement, c'est la section maths physique qui sort avant. Mais hier, c'était après, on a attendu jusqu'à 23h. On était vraiment stressés. Mais dès qu'on a envoyé le message, on nous a répondu vraiment. Je suis très heureuse, très contente. I'm so glad. I don't know how I can explain my joyful. Attendez, s'il te plaît. All of us has succeed. We are all enjoy. Un autre rendez-vous qui vient lui casser l'ambiance, ce sont les graissements des dents. Les candidats malheureux évoquent le facteur chance. Juste qu'on a essayé de demander, on dit toujours qu'on n'a pas encore publié tous les résultats pour les pédagogues. On attend toujours. Pour nous, il y a une mauvaise connexion entre l'option maths physique et la pédagogie et la mécanique aussi. Pour nous, vraiment, il y a une perturbation des réseaux seulement. Moi, je n'ai pas réussi. Dans ma promotion, nous sommes au nombre de 51. Et là, 48 ont déjà réussi. 3 n'ont pas réussi. Moi, je suis parmi les 3. Je suis triste. J'ai eu de la douleur. Mais je manque à Dieu. Réjouissance chez les uns, pleurs chez les autres. Le plus fort est le sort de certains candidats qui restent encore en suspens. À chaque demande, les concernés sont renvoyés sur le site officiel de l'EPSP.
Quant au lauréat confirmé par Vodacom, après l'euphorie, l'heure sera à l'autre étape. Alors, ils feront peut-être au niveau supérieur ou carrément trouveront sur quoi se rabattre. Toutefois, le 58% de réussite demeure faible et atteste que les études devraient être prises plus au sérieux. On va revenir sur le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, dont l'une des priorités de l'heure consiste aux préparatifs de la 34e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones qui se tiendra dans la capitale congolaise. À ce sujet, la population est invitée à l'assainissement de la ville, suivant la porte-parole du gouvernement provincial, Thérèse Olenga Kalonda. Le Conseil a suivi la restitution de Madame la ministre provinciale de l'Environnement sur la participation de la ville de Kinshasa à la conférence relative au changement climatique organisée à Douala, au Cameroun, en prélude à la tenue de la prochaine Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones, AIMF, en sigle, dont l'un des objectifs majeurs était d'impliquer les villes et les municipalités africaines au débat sur les enjeux irrélatifs. Pour ce faire, le Conseil invite d'ores et déjà les Quinoises et Quinois à l'intensification des actions liées à la salubrité et à l'implication de chacun dans l'entretien de sa parcelle et de ses dépendances, de manière à présenter à nos illustres hôtes une ville propre et digne de son statut de capitale du Grand Congo. Le Conseil rappelle qu'à l'issue de sa réunion du 18 avril 2014, le gouvernement provincial avait informé l'opinion que les légumes produits le long des artères étaient pollués, impropres à la consommation et de ce fait constituaient un danger pour la santé de la population. Aussi avait-il été demandé aux maraîchères et maraîchers de s'abstenir de s'adonner à cette activité le long des voies publiques. Consécutivement à cette décision, un moratoire est accordé à tous les concernés qui devront libérer totalement ces espaces au plus tard le 31 juillet prochain et permettre ainsi à la ville de poursuivre son programme d'embellissement. Le Conseil rappelle à l'opinion sa décision prise en date du 4 juillet 2013 interdisant formellement l'organisation des kermesses et autres manifestations foraines dans les espaces scolaires. En effet, ces manifestations ont souvent été à la base de plusieurs désagréments, tels que les mobiliers vandalisés, les toilettes bouchées, la cour salie, etc. En outre, il convient de relever que ces activités empêchent les responsables d'école d'assurer un travail minimum et d'accomplir certaines tâches propres à la période, à l'instar de l'élaboration du palmarès, le rapport de fin d'année scolaire et l'inscription des élèves en toute quiétude. Le Conseil rappelle à l'opinion le respect des dispositions contenues dans l'édit 005 du 9 octobre 2012 portant réglementation relative aux nuisances sonores dans la ville de Kinshasa. Les bourgmestres sont invités à veiller à l'application des prescrits de cette loi, étant entendu qu'à ce jour, l'autorité urbaine continue à enregistrer des plaintes au sujet du trouble de quiétude dont la population est victime dans certains quartiers. La journée d'hier a connu des activités relatives à la célébration le 17 juillet prochain de la Journée internationale de la justice pénale sous le thème « La justice, une affaire de tous » organisée par le bureau de la Cour pénale internationale à Kinshasa. Des photos relatives à la commémoration seront postées sur la page Facebook de la CPI. La justice, une affaire de tous, c'est autour de ce thème que sera célébrée ce 17 juillet la Journée internationale de la justice pénale. 16 ans après l'adoption du statut de Rome, le 17 juillet 1998, la date reste historique. En marge de cette commémoration, le bureau de la Cour pénale internationale en RDC a tenu à partager avec la presse l'expérience et l'importance de la CPI en précisant qu'elle a été créée par les États pour que la justice soit une affaire de tous.
Pourquoi la justice est une affaire de tous? Simplement parce que le 17 juillet 1998, lorsque le statut de Rome avait été adopté, ce statut de Rome a été adopté pour mettre en place un système judiciaire qui lutterait contre l'impunité des crimes internationaux au bénéfice de tout le monde. Et donc, c'est une institution judiciaire qui a été mise en place par le statut de Rome de la Cour pénale internationale afin de pouvoir répondre aux besoins des victimes des crimes internationaux et donc, de manière générale dans l'ensemble, une justice qui doit être appropriée par nous tous. La particularité de cette commémoration, c'est la campagne via les réseaux sociaux où les photos seront postées sur Facebook et Twitter avec comme message « La justice, une affaire de tous ». Cette campagne consiste à chacun d'entre nous à se prendre en photo avec juste sur un papier les mots, cette phrase « La justice, qui que vous soyez, quel que soit votre rang, avocat, magistrat, ONG, intellectuel, étudiant, enfant, adulte, parent, vous pouvez donc envoyer ces photos sur la page Facebook de la CPI qui est consacrée au 17 juillet, la fête au 17 juillet, journée de la justice pénale internationale. Outre la date du 17 juillet 1998 qui marque les débuts de la CPI, il faudrait également retenir le 1er juillet 2002, date de l'entrée en vigueur du statut de Rome avec plus de 60 pays signataires. Le débat sur la justice est également en cours dans le Nord Kivu. 46 personnes, dont 30 journalistes mêlés aux policiers et personnels judiciaires, participent depuis hier à Goma. Un atelier organisé par RCN Justice et Démocratie dans le cadre de son projet Contribuer à la liberté d'expression. Patrick Sialoura. Dans le cadre de son projet Contribuer à la liberté d'expression, RCN Justice et Démocratie, en partenariat avec l'Union congolaise des femmes des médias, ICOFEM, organise depuis ce lundi à Goma un atelier rencontre de 2 jours à l'intention des agents du personnel judiciaire de la PNC et les journalistes. Objectif, provoquer une attitude plus favorable du personnel judiciaire et de la police envers la profession des journalistes, qui tous sont exposés à plusieurs maux rongeant la société congolaise. Et c'est entre autres la corruption, un fait fréquent dans les mondes médiatiques, comme a déclaré M. Boubacar Diabira, chef de projet RCN Zone Est. C'est aussi vous interpeller, vous, en tant que journaliste, sur des questions essentielles qui se passent exactement au sein et en marge de votre profession. C'est aussi ces questions de corruption. Ça existe et c'est vieux comme le monde, la corruption, mais c'est aussi l'élément sur lequel nous attirons l'attention de tout un chacun pour dire que mieux faire son travail, c'est s'écarter des écarts comme la corruption. Selon le magistrat Kayoka Mutombo, conseiller à la cour d'appel de Goma et intervenant du jour, pour éviter la corruption, il faut l'amélioration des conditions de travail par les employeurs. Dans le monde du journalisme, qui ne paye pas, dans les médias, là où les journalistes ne sont pas payés, il faut exiger, j'ai lui-même parmi les documents qui m'ont été remis pour tenir cette autres journalistes ont écrit qu'il faut nécessairement créer des syndicats qui doivent faire pression sur les responsables des organes de presse pour que les salaires pour les journalistes soient prévus, que ce soit du secteur privé, du secteur public, qui sont même payés d'ailleurs, si les conditions ne sont pas bonnes, qu'on puisse améliorer. Notons que cet atelier s'organise avec le soutien de l'ambassade des Pays-Bas. Depuis Goma, Mumbere Patrick Sialouha pour Biwa. 24 journalistes du district de Tanganyika au Katanga ont été eux aussi en formation sur la création des radios de proximité dans le but de sensibiliser la population en vue de changer son comportement. Une formation dispensée à l'aide du Fonds des Nations Unies et pour l'enfance. Franck Kasséa. Ouverture ce lundi 14 juillet d'un atelier de formation des professionnels des médias en pratique familiale essentielle. Cet atelier de 2 jours réunit dans la salle de Saint-Joseph de Kalemi, 24 journalistes des 12 radios de tous les districts du Tanganyika, en raison de 2 journalistes par maison. Prenant la parole pour son mot de bienvenue, le chef de service de la communication district, Satundi, a remercié l'UNICEF Bureau de Kalemi d'avoir soutenu ce projet en mettant à la disposition des journalistes les moyens matériels et financiers indispensables pour son exécution. Pour lui, cet atelier reste d'un intérêt particulier
du fait de son objectif qui n'est autre que celui de mettre à contribution les radios de proximité dans la promotion des pratiques familiales essentielles. Pour sa part, M. Damien, chef de bureau UNICEF Académie, les professionnels des médias doivent mettre à profit cette formation sur les pratiques familiales essentielles qui est, selon lui, une étape dans le processus du changement des comportements. Pour l'administrateur du territoire de Calémie, qui a ouvert les assises, Bernard Boukanangania a aussi remercié l'UNICEF pour les initiatives qui accompagnent les efforts de la République démocratique du Congo dans l'amélioration de la santé de la population. Découvrons des écrits des confrères à travers les lignes Sommet USA-Afrique. Le Télégramme du Congo s'interroge. Prêcher la mondialisation au chef d'État africain ne sera-t-il pas d'une insoutenable légèreté? Dans quelques jours, le locataire de la Maison-Blanche, Barack Obama, recevra une brochette de chefs d'État africains dans le cadre d'un sommet inhabituel US-Afrique, celui en qui de nombreux Africains avaient placé d'immenses espoirs, en commençant par le Kenya. Le pays supposé de ses ancêtres aura-t-il à cœur enfin de faire en quelques mois ce qu'il n'aura pu faire en plusieurs années de mandature? Délocalisation migratoire. Forum des As fait observer qu'après les notables de l'Équateur, les députés de la province orientale s'opposent à la localisation des FDLR dans l'ex-Ozaïre. Les rebelles ougandais et des FDLR doivent retourner chez eux au Rwanda. Pas question de les regrouper dans la province orientale comme l'ont souhaité diverses autorités. Comme on peut le constater, les éléments des forces démocratiques pour la libération du Rwanda sont indésirables sur le sol de Congolais. Après des provinces de l'Équateur et du Grand Kivu, c'est le tour de la province boyomaise de rejeter l'offre. Les députés de toutes les provinces invitent le gouvernement et ses partenaires au respect des conventions internationales en matière de cantonnement des réfugiés. Ils tiennent à ce que les combattants FDLR qui ont volontairement déposé les armes soient rapatriés au Rwanda au lieu de les faire promener dans différents coins de la RDC. En sport, football, l'entraîneur des Léopards se prépare déjà aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2014. Florent Ibenge compte mettre l'accent sur les matchs amicaux avant que les Léopards ne reçoivent les Lions indomptables du Cameroun le 6 septembre prochain au stade de Père Raphaël de la Queutule. Suivez. Le programme de préparation pour une équipe nationale tient lieu en deux phases, notamment la première c'est l'observation des joueurs, des équipes, et puis la seconde c'est les matchs amicaux. Donc je reviens pour la seconde phase, c'est les matchs amicaux. Il se trouve que d'ici à la date FIFA dans laquelle on doit jouer le match contre le Cameroun, c'est-à-dire le 6 septembre, il n'y a plus d'autres dates allouées par la FIFA pour les matchs amicaux. Donc si jamais on fait un match amical, les clubs ont totalement le droit de conserver leurs joueurs. Et à ce moment-là, on a de la difficulté à pouvoir organiser un match. On avait malgré tout songé à jouer au niveau de la Turquie, au niveau de l'Europe, pour pouvoir avoir quand même la possibilité d'avoir quelques joueurs que les clubs européens pourraient nous libérer, ou alors jouer ici au niveau du pays contre certaines équipes. Et voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision.